Donc un petit mot sur le labo d'où je viens. Donc Luc, en fait, vous a dit certainement l'essentiel. Donc je viens d'une UMR CEA CNRS qui est localisée à Saclay. Moi-même, je suis chercheur CNRS, donc même si souvent j'ai quand même l'étiquette CEA sur le dos, on a vraiment une culture mixte là-bas. Alors, notre UMR, en fait, bon, il est maintenant une grosse UMR, on est un peu plus d'une centaine de permanents, résulte en fait de la fusion d'anciennes UMR CEA CNRS qui étaient un peu dispersées sur Saclay, alors qui s'appelle le NIMB. Alors, vous voyez, nanosciences, innovation, matériaux, biomédecine, énergie. Bon, clairement, on a tous les mots-clés qu'il faut pour pouvoir répondre aux appels d'offres. Ça, c'est quand même assez utile. On va dire que l'essentiel de l'affichage qu'on peut avoir est plutôt nanosciences. On s'est réparti en 7 labos. Alors, laboratoire, c'est la terminologie du CEA. Quand on parle de laboratoire, en fait, il faut comprendre équipe. Nous, notre équipe, donc c'est le LEL, Laboratoire d'études des éléments légers. On est 9 permanents, plus les étudiants, doctorants et postdocs. Et on peut dire que l'essentiel de l'activité tourne surtout autour de la synthèse et d'études des propriétés de nouveaux matériaux pour l'énergie. Bon, c'est typiquement pour tout ce qui est au niveau des batteries, par exemple, pour tout ce qui est post-Hélion. Donc ça veut dire que ça va être pour les batteries basées sur l'usage des multivalents, en particulier le magnésium, les batteries au sodium, ou alors du hélium en utilisant des MOF pour servir d'électrode. Et on a comme outil remarquable donc, une microsonde nucléaire, donc c'est l'essentiel de ce que je vais vous présenter, qui est un outil dédié essentiellement à l'analyse pour mettre en œuvre ce qu'on appelle l'analyse par faisceau. Alors pour terminer sur la présentation générale, au niveau du CEA, on est branché sur la direction de la recherche fondamentale, un institut qu'on appelle l'IRAMIS, c'est l'Institut Rayonnement Matière de Saclay, et au niveau du CNRS, on est branché sur l'Institut des sciences chimiques. Donc, qu'est-ce que c'est que l'analyse par faisceau d'ion? Alors je vais donner un peu une définition générale. Je dirais que le message que je veux simplement vous faire passer, c'est que ça n'est pas une technique d'analyse, mais en fait une famille de techniques. C'est qu'on va tout simplement utiliser les propriétés de l'interaction de faisceaux d'ions légers de haute énergie avec la matière pour pouvoir obtenir des informations analytiques. Donc on va avoir essentiellement de la diffusion élastique, on veut dire des ions du faisceau qui vont rebondir sur l'échantillon. On va avoir dans certains cas, et ça j'en parlerai abondamment, des réactions nucléaires qui vont pouvoir se produire. Et tout ça va être également accompagné par l'émission de photons, des photons X, des photons gamma, et toutes ces informations, soit utilisées individuellement, soit croisées, vont servir pour pouvoir sortir des informations analytiques. Donc c'est soit simplement remonter à la composition d'échantillons, ou dans le cas des spectroscopies des particules, de pouvoir mesurer des profils de concentration en profondeur. Alors, voici un peu le menu, ce que je vais vous présenter, alors plus ou moins dans cet ordre-là, mais disons c'est les différents thèmes que je vais aborder. Donc je vais commencer par vous montrer d'une manière vraiment concrète à quoi ressemble un outil comme la sonde nucléaire. Je vais vous parler très généralement des interactions entre les ions et la matière. Là on ira vraiment assez vite, mais c'est quand même pour vous donner un panorama relativement exhaustif. Je passerai plus de temps sur les techniques qui sont spécifiques aux éléments légers et avec des exemples de réactions nucléaires. Alors je vais un peu mélanger les présentations théoriques, il y aura un petit côté court et puis des exemples, mais je pense que c'était important que je vous montre ça pour que vous ayez finalement des clés de lecture, parce que si vous ne savez pas finalement, vous n'avez pas des idées claires de la manière dont les spectres sont formés, c'est pas facile en fait de voir bien quel type d'information on arrive à tirer de ce genre de spectroscopie. Je ferai un dernier petit volet sur les méthodes dites de recul élastique, alors qu'on utilise essentiellement pour les profils d'hydrogène. Et puis je terminerai en fait par un petit condensé des performances qui, je dirais, c'est pour rester sur des idées générales sur ce que peut apporter ou ne pas apporter d'ailleurs l'analyse par faisceau d'ion. Alors quand j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais vous montrer pour vous donner une idée de ce qu'était la microsonde nucléaire, j'ai repensé en fait
Au lancement de cette installation, là, au moins dans sa configuration actuelle, la machine marche depuis 1994, donc ça fait déjà un moment qu'elle tourne. Et vous pouvez imaginer qu'à l'époque, sur sa clé, il y avait eu énormément de com qui avait été faite. Et je me rappelle très bien un matin, j'étais au petit déjeuner en train d'écouter France Inter, et il y avait une chronique de Marie-Odile Monchicourt qui présentait la nouvelle microsonde nucléaire de sa clé. Et elle avait présenté ça à l'époque comme étant le microscope à protons. Donc je m'étais vraiment demandé comment, au niveau du grand public, ça pouvait être perçu comme un microscope à protons, sachant que c'était quand même la période Star Wars, donc ça paraissait plutôt être une espèce d'arme. Quelques années après, je suis tombé sur un épisode des Simpsons et qui m'a un peu confirmé dans cette idée-là. Il y a un des épisodes des Simpsons où Homer en fait, suit des cours de physique nucléaire, j'ai oublié pourquoi il fait ça, et il rencontre dans l'amphi le professeur Brainiac qui est en train d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un accélérateur à protons. Donc vous pouvez imaginer que quand on est chez les Simpsons, évidemment ça se termine quand même assez mal, mais c'est quand même un petit peu l'idée qu'il pouvait en avoir. Alors en pratique, ça ressemble plutôt à ça, une sonde nucléaire. Donc là, c'est en fait des images de com qu'on avait fait à l'époque avec des mises en scène, des éclairages, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc ça, c'est côté accélérateur, c'est une zone en fait où on n'accepte pas quand la machine est en fonctionnement à cause des rayonnements gamma et neutrons qui sont assez intenses à ce niveau-là. Donc à gauche, vous avez l'accélérateur lui-même, des lignes de faisceau sous vide, un aimant là, qui sépare sur deux lignes de faisceau, et les chambres de mesure elles-mêmes sont de l'autre côté. Alors vous voyez que c'est quand même déjà un instrument d'une certaine taille. Donc on ne peut plus parler d'un instrument de labo dans le sens que vous n'allez pas mettre ça sur une paillasse ou juste dans un petit local, mais ce n'est pas quelque chose d'énorme non plus. Donc on a toujours été, quand on voulait nous classer quelque part, on a toujours été un petit peu entre les deux. On est à la fois un gros petit instrument, mais aussi un petit grand instrument. On est quelque part à la frontière entre les deux. Alors, ce qui n'est pas inintéressant à savoir, c'est que quelque part, l'analyse par faisceau-ion, en fait, c'est un sous-produit de la physique nucléaire. Parce que les accélérateurs qu'on utilise toujours sur les différentes installations, même s'ils sont de construction récente, en fait, ce sont des technologies qui ont été développées dans les années 30 spécifiquement pour le début de la physique nucléaire. Et petit à petit, au fur et à mesure des années, les physiciens ont eu besoin d'accéder à des énergies de plus en plus élevées. Donc ce type d'accélérateur ne les intéressait plus beaucoup, tout au moins pour la physique nucléaire de pointe. Mais par contre, c'est là où il y a des chimistes qui ont pris le relais et qui ont vu l'intérêt qu'on pouvait avoir à utiliser ce genre de technique pour faire des caractérisations. Donc là, j'ai montré juste, c'est le premier article qui parle d'analyse par faisceau-ion en tant que tel. C'est 1957, donc c'est quand même pas tout jeune. Alors ce qui est quelquefois un peu décourageant, c'est de voir qu'on a un article comme ça, le gars, il avait tout compris. Et en fait, absolument tous les principes et les potentialités, elles sont déjà exprimées dans cette article. Alors notre installation proprement dite, comme je vous ai montré, donc on a un accélérateur électrostatique. Donc ce qu'on nous demande à l'accélérateur, c'est de fournir une haute tension réglable en fonction des besoins. Donc notre gamme chez nous, ça va de 500 kV à 375 MV. À l'intérieur, il dispose d'une source d'ions légers. En fait, c'est une petite ampoule plasma qui va créer des ions. Alors c'est vraiment des ions légers, donc ça peut être de l'hydrogène, du deutérium, de l'hélium 3 ou de l'hélium 4. Je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi on va utiliser les uns ou les autres. On a deux lignes de faisceaux, dont l'une est spécifiquement dédiée, elle est dans une chaîne blindée, elle est spécifiquement dédiée à l'examen des échantillons radioactifs. Donc elle ne fonctionne vraiment que pendant quelques moments dans l'année pour des campagnes bien précises. Et celle qu'on utilise habituellement et celle sur laquelle on travaille avec Lux, c'est celle qui est dite ici à 90 degrés. Alors sur chacune de ces lignes, il y a un système de focalisation. La base de la focalisation, c'est un doublet de lentilles électromagnétiques. Et le système optique, finalement, c'est comme dans n'importe quel système optique, même ça pareil que pour des photons. L'idée, c'est que vous avez une lentille qui forme sur un plan l'image d'un objet. Ici, pour nous, l'objet, c'est simplement un petit diaphragme réglable. Les dimensions typiques, elles sont de l'ordre de quelques dizaines de microns.
et on va former à la surface de l'échantillon, donc on fait focaliser le faisceau à des dimensions de l'ordre de quelques microns. Disons les dimensions caractéristiques typiques dans les conditions habituelles de réglage, c'est de l'ordre de détail de 2 à 3 microns à peu près. Ça vous donne à peu près l'idée d'ailleurs de la résolution latérale de la technique. Parce qu'en analyse par faisceau d'ion, la résolution latérale, c'est la taille du faisceau. Dans la chambre d'analyse, en fait, là, après, on instrumente en fonction de l'expérience que l'on va faire, en plaçant des détecteurs de particules, des détecteurs X ou des détecteurs gamma. C'est des choses que je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Alors, quand on regarde globalement ce qui se passe, lorsque j'ai un ion donc de quelques mètres qui pénètre dans l'échantillon, la première chose qu'il va faire au niveau de son interaction, ça va être d'interagir avec les électrons. C'est-à-dire qu'en fait, il va, entre guillemets, frotter sur les électrons, et donc les ions vont progressivement perdre leur énergie. En fait, ils vont tout simplement ralentir d'une manière quasi continue, jusqu'à ce qu'ils aient cédé à la totalité de leur énergie, et ils vont finir par s'implanter à une certaine profondeur de l'échantillon. Ça, c'est finalement ce qui se passe dans la majorité des cas. Alors, puisqu'il y a une énergie qui est cédée, ça veut dire qu'on a des excitations, des ionisations, et en gros, en résumé, on crée des lacunes électroniques en couche profonde. Donc c'est exactement pareil que la sonde électronique, pour ceux qui connaissent. Et donc ces lacunes, en fait, elles vont être comblées par la redescente d'électrons de niveau supérieur vers des niveaux inférieurs, avec une émission de photons X. Et donc ces photons X sont caractéristiques des éléments. Encore une fois, c'est rigoureusement la même chose que la sonde électronique. La différence, en fait, elle tient au niveau du niveau de fond continu, alors qu'il dépend beaucoup du rayonnement de freinage, qui est beaucoup plus faible dans le cas de ces techniques-là, dans ce qu'on appelle le PIXI, que dans le cas de la sonde électronique. Donc, outre l'utilisation comme compagnon des autres techniques, le PIXI sert essentiellement pour l'analyse des traces. Alors, là, j'ai parlé de PIXI, en fait, c'est pour Particle Induced X-ray Emission. En fait, on n'utilise pratiquement que des acronymes en anglais, pour des raisons historiques, simplement parce que les premiers développements de l'analyse par faisceau d'ion se sont faits plutôt dans des labos anglo-saxons. Alors, le PIXI, je ne vous en parlerai pas plus, je vous remontrerai ponctuellement un ou deux spectres, mais j'ai préféré vraiment plutôt me concentrer sur les interactions qui étaient plus spécifiques de ce genre de méthode. Donc, dans certains cas, il faut quand même avoir de la chance, un ion peut rencontrer sur son parcours un noyau d'un des atomes qui est présent dans l'échantillon. Donc, dans ce cas-là, il y a un choc. Donc, il y a l'ion du faisceau, l'ion incident, cède une partie de son énergie à un noyau de l'échantillon, le noyau recule, et l'ion, lui, il est diffusé, il change de direction. Alors, des diffusions de ce genre, il y en a absolument dans toutes les directions. Ça peut aller du petit coup d'épaule où l'ion il change un petit peu de direction, mais globalement, il continue presque tout droit, au choc de plein fouet, où là, il va être rétrodiffusé. Et donc les ions du faisceau qui sont rétrodiffusés, ils vont pouvoir ressortir de l'échantillon, et là, je vais pouvoir mettre un détecteur pour les collecter et faire une spectroscopie. Donc c'est ce qu'on appelle la rétrodiffusion de Rutherford, le RBS, le Rutherford Backscattering, qui a été appelé comme ça, en hommage en fait à Ernest Rutherford, qui a été vraiment l'inventeur, au vrai sens du terme, de la physique nucléaire, justement avec des expériences de ce genre. Mais là, je ne prends pas le temps de vous raconter l'histoire, je pense que pas mal de gens d'ailleurs la connaissent. Il y a une technique dérivée dont je parlerai également, qui est le PES, pour le Particle Enhanced Scattering. Alors en fait, il s'agit de RBS, mais un RBS un petit peu particulier, qui commence un peu à avoir la couleur d'une réaction nucléaire, et pour lequel on a des probabilités de diffusion qui sont différentes, qui sont plus importantes, et ça c'est très intéressant pour les éléments légers. Ça je vais vous montrer quelque chose là-dessus tout à l'heure. Quand on a encore vraiment plus de chance, mais vraiment beaucoup plus de chance, on peut avoir, dans le cas des chocs de plein fouet, un cas où finalement la distance d'approche de l'ion du faisceau, donc le projectile avec le noyau cible, arrive à être de l'ordre d'une dimension nucléaire. Donc dans ces cas-là, on peut avoir réellement une réaction nucléaire et la production de nouvelles particules.
Donc elles vont être émises vraiment dans les mêmes conditions que lorsqu'on fait de la diffusion élastique. Et là aussi, on va pouvoir en faire la spectroscopie. Donc ça, je vais vous en parler abondamment, parce que c'est vraiment les techniques qui servent pour les éléments légers. Alors pour être complet, je vous parlerai également à la fin, disons, des techniques de recul élastique, parce que jusqu'à présent, quand j'ai parlé de diffusion élastique, je vous ai parlé essentiellement de l'ion du faisceau qui a été rétrodiffusé. Le noyau qui est impacté, il recule dans l'échantillon, donc quelque part, on ne peut pas le voir de manière... On n'a pas de méthode en fait pour le suivre, sauf quand on fait des expériences un petit peu particulières où on se met en incidence rasante, où une partie des noyaux de recul arrive à ressortir de l'échantillon. Et donc là aussi, on peut en faire une spectroscopie qu'on appelle l'ERDA, Elastic Recall Detection Analysis, et qui nous sert spécifiquement pour les mesures d'hydrogène. Alors toutes ces techniques, en fait, on peut les utiliser soit tout seul, on peut dire d'une manière spécifique quand on arrive à avoir toutes les informations dans une seule spectroscopie, mais dans la plupart des cas, ce qu'on aime bien faire, c'est croiser en fait les informations qui viennent des différentes méthodes. Alors ça peut être soit simplement on a une condition de faisceau donné et puis on va instrumenter avec plusieurs types de détecteurs, ou alors des conditions, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait d'ailleurs avec Luc, où on va utiliser des conditions de faisceau différentes qui vont nous permettre à chaque fois d'optimiser la mesure pour mieux voir un élément. Et ensuite, on va essayer de croiser tout ça. Alors, pour vous donner un exemple, là, j'ai emprunté un exemple à ma collègue, la Suzy Surblé, qui travaille justement sur les batteries au lithium. Alors, c'est un exemple qui est assez ancien. Vous voyez, la publication là, de 2012, c'était vraiment les débuts de ce qu'elle faisait là-dessus, où elle s'intéressait en fait à regarder avec la sonde nucléaire l'évolution de la composition d'électrodes de LiFePO4 en fonction de l'état de charge de la batterie. Et alors pour ça, là c'était avec la même condition de faisceau, des protons, je crois que c'est 2600 keV dans ces eaux-là. Il y avait trois types de spectroscopie. Il y avait d'une part de la diffusion élastique, donc là j'ai marqué RBS, en fait je vous expliquerai tout à l'heure ce que c'est du PES, mais disons que c'est de la diffusion élastique, ce qui permet de voir tout ce qui est les éléments principaux, on va dire, de la matrice. Une émission gamma associée qui permet de voir plus spécifiquement le lithium et le fluor, et puis l'émission Pixie qui donne également une autre vision des éléments principaux, mais qui rajoute également les éléments traces, notamment ce qui était intéressant pour voir tout ce qui était impureté qui pouvait être bloqué en fait, dans le processus de charge-décharge. Et en fait, ces trois types de spectroscopie sont traités en même temps. C'est-à-dire que comme chacune en fait, ne voit pas absolument tous les éléments, on passe par exemple par une première hypothèse de composition, on va ajuster sur un premier spectre d'une spectroscopie, et puis la composition à laquelle on est arrivé, on l'ajoute sur la deuxième, on fait un autre ajustement, et puis on fait en fait ce circuit d'itération jusqu'à temps qu'on obtienne une composition qui satisfassent en fait les trois types de spectroscopie. Moyennant quoi, on a des résultats qui sont quand même généralement assez fiables pour ce genre de méthode. Alors je reviens une dernière fois sur ce slide-là, où je voudrais insister sur une chose, je l'ai déjà dit, mais j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'il faut bien se mettre dans l'idée que ces interactions nucléaires sont des interactions qui sont très très peu probables. En fait, l'essentiel de l'interaction des ions avec le faisceau, c'est simplement de l'interaction avec les électrons. Malgré tout, c'est très important de savoir quantifier le ralentissement, parce que ça va être fondamental justement dans la quantification des mesures. D'une part, quand on fait un calcul dont on dit de pouvoir de ralentissement d'un échantillon donné, c'est ce qui va déterminer par exemple la profondeur d'analyse, puisque le ralentissement en fait dépend de la composition de l'échantillon. L'autre élément qui est très important pour ce pouvoir de ralentissement, c'est également ce qui détermine la résolution en profondeur des spectroscopies de particules. Bon, c'est une chose qu'on peut bien comprendre intuitivement. Si vous avez en surface de l'échantillon, par exemple, lorsque vous avez un événement nucléaire qui vous donne une particule à une énergie donnée, vous imaginez que si vous faites le même événement nucléaire profondément dans l'échantillon, l'ion du faisceau, il va d'abord avoir à ralentir pour arriver à la profondeur à laquelle l'interaction aura eu lieu, et la particule qui sera émise devra également ralentir avant de pouvoir sortir de l'échantillon.
Donc l'événement nucléaire que vous allez détecter, il va se retrouver à une énergie plus basse. Et donc ce décalage en énergie par rapport à l'énergie attendue en surface, c'est une information sur la profondeur à laquelle l'événement s'est produit. Donc c'est important de savoir calculer justement ce ralentissement pour faire des conversions d'intensité en profil de concentration en fonction de la profondeur. Alors là, je vais passer un petit peu en mode court. Alors je m'en excuse, mais comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est pas inutile en fait pour que vous voyez un peu comment fonctionnent les spectres. Alors ça, c'est en fait un modèle simplifié d'un potentiel nucléaire qui est vu en fait par un ion qui arrive à proximité d'un noyau. Alors ça a beau être simplifié, ça rend vraiment très bien compte de la manière dont les interactions nucléaires fonctionnent. Donc ce qu'on distingue, alors ça, vous imaginez un noyau avec ses neutrons en noir, ses protons en rouge, et on distingue très clairement ce qui est entre guillemets l'intérieur du noyau et son extérieur. Donc tant qu'on est à l'extérieur, l'ion du faisceau qui arrive, il porte une charge positive, puisque lui aussi c'est un noyau atomique. Le noyau avec ses protons, le noyau cible, lui, il porte une charge positive également. Donc il y a une répulsion coulombienne qui est importante. Évidemment, cette répulsion coulombienne, elle est d'autant plus importante que la distance d'approche est faible. Si je considère maintenant ce que je vais appeler l'intérieur du noyau, là on est dans le domaine des forces nucléaires. Donc il existe des forces nucléaires attractives qui sont extrêmement puissantes, c'est elles qui assurent la cohésion du noyau. Et du point de vue du potentiel, pour les particules, en fait c'est un puits de potentiel. Donc je dirais c'est un peu comme si on voyait un volcan en coupe, et l'emplacement où le potentiel est plus fort, c'est ce qui correspond entre guillemets à la surface, la surface du noyau. Donc ce que vous comprenez bien intuitivement, c'est que ce qui va se passer va dépendre en fait de la hauteur relative de l'énergie de l'ion par rapport à la hauteur de la barrière, donc on appelle la barrière coulombienne, et qui est directement dépendante du nombre de protons que l'on va avoir dans le noyau. Alors le premier cas qui est le plus courant que l'on observe, c'est ce qu'on appelle la diffusion de Rutherford. C'est le cas en fait où l'énergie du faisceau va être basse, relativement basse par rapport à la hauteur de la barrière coulombienne. Donc dans ces cas-là, la force de répulsion coulombienne fait que l'ion du faisceau, il n'arrive pas à s'approcher vraiment très près du noyau, il est diffusé, il part dans une autre direction. Et là, quand on étudie un peu les probabilités de diffusion élastique de l'ion par le noyau, ça se calcule strictement avec les lois de l'électrostatique. Et donc c'est ce qu'on appelle la diffusion dite Rutherford et ce qu'on appelle la section efficace, c'est-à-dire en fait la probabilité pour l'ion d'être diffusé dans une direction θ. L'expression est ici. Alors je ne vais pas vous la détailler, là c'est pas le but. Ce que je veux simplement vous faire remarquer, c'est que quand on est dans ces conditions-là, la section efficace, la probabilité de diffusion, elle dépend du carré du numéro atomique de l'atome cible. Ce qui veut dire que plus vous avez un noyau lourd, plus il va être efficace pour diffuser les ions du faisceau. Ce qui veut dire que pour les techniques d'analyse associée comme ce qu'on appelle le Rutherford backscattering, je vais avoir une très bonne sensibilité pour les éléments lourds. Par exemple, quand ça nous est arrivé quelquefois même dans des cellules, par exemple, d'aller chercher des traces d'uranium, là on a des sensibilités qui sont vraiment excellentes. Par contre, pour les éléments légers, là on a le problème inverse, c'est qu'on n'a vraiment pas de sensibilité lorsqu'on veut travailler avec le RBS. Alors heureusement, on a quand même des moyens de s'en sortir. Quand on est dans un cas où l'énergie de l'ion du faisceau est vraiment encore trop basse pour arriver à franchir la barrière coulombienne, mais pas loin. Donc là, on se retrouve toujours dans le cas d'un mur de potentiel, sauf que ce mur de potentiel, il est très mince et qui fait que l'ion, quand il est à ce niveau-là, il a quand même une idée, entre guillemets, c'est assez imagé évidemment, une idée de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la fonction d'onde de l'ion du faisceau a une certaine probabilité non négligeable à l'intérieur.
Alors ça reste toujours un choc élastique, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Par contre, la probabilité de faire l'interaction, elle, ne suit plus du tout les lois de l'électrostatique. Et en général, on a plutôt des sections efficaces qui deviennent beaucoup plus importantes qu'elles n'étaient. Alors pour vous illustrer ça, je vous ai sorti en fait un graphe qui correspond à la diffusion élastique de protons sur l'azote 14. Donc l'échelle que vous avez ici, ça c'est une échelle d'énergie des protons du faisceau. Et ça, c'est ce qu'on appelle le rapport R2R. Alors c'est ratio to Rutherford. En fait, c'est le rapport entre la valeur de la section efficace, donc de la probabilité de faire une interaction, divisé par ce que serait la probabilité de cette interaction si on était gouverné par les lois de l'électrostatique. Et ce que vous voyez, quand on a, par exemple, un domaine comme ici, vers 2,5-3 mètres, on a en fait une probabilité de diffusion qui est à peu près 10 fois supérieure à ce qu'elle aurait été si c'était purement une interaction électrostatique. Donc c'est très intéressant pour les éléments légers dans ce cas-là, parce que ça permet justement de faire de la diffusion élastique avec une sensibilité qui est quand même acceptable. Alors pour vous montrer un exemple, là j'ai sorti un premier exemple, je vous en ai montré plusieurs, d'une collaboration finalement qui est presque aussi ancienne que celle que j'ai avec Luc, mais avec une équipe nancéenne, avec l'équipe de Claire Hérold à l'Institut Jean Lamour. Alors l'équipe de Claire, ils sont vraiment de très bons spécialistes des composés d'intercalation. Alors je dirais même spécialiste de père en fille, parce que son père, le professeur André Hérold, était en fait déjà un des spécialistes français de l'intercalation. Alors eux, ils ont développé une technique un petit peu particulière pour d'intercalation à partir en trempant en fait des plaquettes de pyrographite dans des alliages fondus. Et ils explorent, alors c'est vraiment un objectif au moins dans l'immédiat fondamental, ils explorent en fait tout ce qui est ternaire d'intercalation. C'est d'essayer d'utiliser par exemple des éléments comme le lithium qui vont servir de vecteurs d'intercalation pour intercaler des éléments qui sont plus hauts. Alors une des branches, ça je vous montrerai après des exemples là-dessus, une des branches qui développe depuis quelques années, c'est d'essayer de faire de l'intercalation dans des structures qui sont apparentées au graphène, mais qui sont un petit peu différentes. Donc là, c'est avec des structures BCN. Alors, il y a un petit aiguillon théorique, enfin, les gens qui font des calculs de chimie théorique là-dedans auraient tendance à prévoir qu'une structure BCN serait capable d'insérer un peu plus de lithium que ne pourrait le faire un graphène. Donc, rien qu'en soi, ça, c'est déjà intéressant de voir si expérimentalement, c'est possible de le faire. Alors, les BCN en question, ils sont synthétisés au Japon, là, à Osaka, chez le professeur Kawaguchi, par des méthodes de CVD. C'est clair que pour pouvoir étudier ça et surtout en tirer des conclusions correctes, il faut déjà avoir une idée très claire de la stoichiométrie. Et ça, sur les BCN, on le mesure vraiment très bien avec la diffusion élastique. Donc là, c'est de la diffusion de protons. Donc vous allez trouver en fait des marches qui correspondent dans la position d'énergie, correspond à la position caractéristique qu'on a attendue. Donc vous avez ici une marche qui correspond à l'azote 14, là une marche qui correspond au carbone 12, ici les deux marches qui correspondent aux deux isotopes du bord, le 10 et le 11, et la hauteur. Donc juste pour resituer le contexte, donc moi je travaille à l'UCB, c'est un des départements techniques analyse et instrumentation. Je m'occupe donc des techniques d'analyse de surface, donc on fait bien équipé, hein. On a reçu un top cette année, un nanotop, on a depuis une dizaine d'années un UPS OG assez performant. On a reçu aussi tout récemment, il y a un mois à peu près, un profilomètre 3D à contact. Et puis on est en train de remettre en route un vieille UPS, qui serait bien utile pour qu'on commence à être un petit peu surchargé de travail. Et enfin, on vient de commander, on va recevoir l'année prochaine, un UPS à haute énergie avec une source électrique. Alors on est deux sur le site. Donc, moi, évidemment, et puis il y avait l'année dernière Pauline Bernard-Nico qui est resté un an vers nous. C'est reparti, et maintenant il y a Anna Christianiak. Alors quand je dis maintenant, en fait, elle commence le lundi prochain. Mais quand elle va arriver, ça va un petit peu résoudre des problèmes de délai qu'on a en ce moment sur le service. Alors, je reviens. Voilà un petit peu comment je vais présenter les choses.
Donc c'est plutôt, on a des problèmes de profondeur d'information, on a surtout des problèmes de résolution en profondeur. Parce que quand on utilise des faisceaux d'ions, on va pulvériser l'échantillon. Le problème, c'est de savoir quelles sont les modifications d'échantillons qu'on va induire par la pulvérisation. Donc je vais commencer par parler un petit peu des ions argon atomiques, tout le monde les utilise, ensuite les sources cluster, et puis ensuite les sources qu'on utilise spécifiquement pour le SIMS, pour présenter le nouvel appareil qu'on a et puis les premiers résultats. Alors on fait de l'analyse de surface, donc là j'ai remis un petit peu les techniques d'analyse chimique qui sont disponibles. Donc l'analyse de surface, pour nous c'est l'XPS, l'OG et le SIMS. Donc on différencie le top SIMS, la machine qu'on a, et puis le SIMS dynamique qui va être un petit peu plus meilleur en sensibilité. Donc avec ces trois techniques-là, on arrive à détecter des concentrations relativement faibles. On est de l'ordre du ppm en limite de détection pour le SIMS. On peut avoir d'assez bonnes résolutions latérales en OG, on peut descendre sur une machine les plus performante à 10 nanomètres environ. Et puis on a beaucoup d'informations chimiques en XPS et en SK. Donc les trois techniques d'analyse sont complémentaires, en général on utilise les trois sur les échantillons, pour avoir les informations chimiques, la résolution latérale et puis la sensibilité, avec des profondeurs d'information qui ne sont pas toutes équivalentes. Alors pour le top SIMS, on a montré qu'il y avait 80% du signal qui se promenait des deux premières couches atomiques, donc là on est vraiment très surfacique. En OG, en XPS, on varie entre 3, 5, 6 nanomètres de profondeur d'information. Et puis j'en parlerai un petit peu après, avec le XPS haute énergie, on va pouvoir descendre à 10, 15, 20 nanomètres de profondeur d'information. Donc c'est pareil, en termes de profondeur d'information, on a des techniques qui sont très complémentaires et qui vont nous apporter différents renseignements sur différentes vitesses. Notre limite, c'est qu'on travaille sous vide, même sous ultra haut vide. Donc ça, c'est quand même un aspect qui est assez limitant d'abord par la nature des échantillons qu'on va pouvoir passer, parce qu'ils supportent le vide. Et puis, surtout par le fait que quand on est sous ultraviolet, il ne reste pas grand-chose, mais c'est 75% d'hydrogène. L'atmosphère est donc réductrice, et puis surtout pour la détection d'hydrogène, ça pose un petit peu de problème, parce que l'hydrogène, en fait, on en voit tout le temps, même quand il n'y en a pas dans l'échantillon. Donc, en ce qui concerne la détection d'hydrogène, on est quand même pas très fort en SIMS, et on préfère des bandes de deutérium quand c'est possible, parce que là, au moins, on n'a pas de souci d'environnement de la machine. Donc, je vais reparler un petit peu des interactions ion-matière. Donc là, on se trouve dans des gammes d'énergie qui sont bien différentes de celles qui ont été présentées dans l'exposé précédemment. Tout à l'heure, on était plutôt dans le méga-électronvolt. Nous, on travaille plutôt dans le domaine du kilo-électronvolt et même de la centaine d'électronvolts si c'est possible. Et les ions primaires qu'on va utiliser vont venir s'implanter dans l'échantillon sur des épaisseurs malgré tout relativement importantes au regard des profondeurs d'information qu'on a sur nos techniques d'analyse. Alors on va commencer par les ions argon atomiques. Donc on caractérise l'implantation par une profondeur d'implantation projetée. On projette en fait sur la direction d'incidence des ions primaires par rapport à l'échantillon. Alors cette profondeur d'implantation, elle a une fonction de l'énergie des ions primaires, de la nature du matériau, de l'angle d'incidence des ions primaires et du numéro atomique de ces ions primaires également. On peut les calculer, ces profondeurs d'implantation. Il y a un logiciel qui est disponible sur Internet, qui est libre, c'est le logiciel STREAM. C'est plutôt un logiciel, un code de calcul qui est utilisé pour les gens qui font de l'implantation ionique dans un matériau. Mais malgré tout, dans nos gammes d'énergie, on peut faire des calculs. Et là, j'ai fait quelques calculs avec des ions argon qu'on a l'habitude d'utiliser pour pulvériser avec nos techniques d'analyse. Donc 13 kV. On a des profondeurs d'implantation qui vont être de l'ordre de grandeur de quelques nanomètres. Ça, c'est la distribution des ions dans un échantillon de silicium ici. On est à 13 kV à 0 degré, ça fait 19 nanomètres de profondeur d'implantation. Alors j'ai fait des calculs avec différents ions primaires ici, de l'argon, de l'oxygène, du xénon, du gallium, du xénon et de l'argon et du tungstène. Alors ce qu'on remarque bien, c'est que les profondeurs d'implantation, au final, elles vont diminuer quand le numéro atomique de l'échantillon va augmenter. Quand on passe du silicium ici pour les 3 fois au tungstène, on a une profondeur d'implantation qui diminue.
Et puis, elle diminue aussi quand le numéro atomique de l'ion incident va augmenter. Tout en haut, c'est l'argon, le plus petit qu'on utilise. Et puis ensuite, il y a le gallium, et puis ensuite le verre. Donc, on peut faire varier ces profondeurs d'implantation pour essayer de les minimiser. Mais malgré tout, il faut garder à l'esprit qu'on va être dans une gamme qui va être, dans nos gammes d'énergie, entre 1 et 10 nanomètres de profondeur d'implantation. Donc ça, c'est des profondeurs qui sont supérieures aux profondeurs d'information qu'on a avec nos techniques d'analyse. Donc évidemment, quand on va implanter nos ions, on va modifier la composition de l'échantillon. On va déplacer les atomes du réseau d'échantillons, on va créer des défauts, on va aller jusqu'à une amorphisation, sur des épaisseurs qui sont supérieures aux profondeurs d'information en XPS, en OG, ainsi. Donc quand on fait nos analyses en utilisant des faisceaux d'ions primaires, on n'analyse pas l'échantillon tel qu'il était quand on l'a rentré dans la machine. On l'analyse après un phénomène qu'on appelle un phénomène de mélange atomique qui est lié donc à l'implantation de ces ions primaires. Alors, là, j'ai représenté un exemple de profil sur une couche sandwich qu'on va essayer de caractériser en pulvérisant avec des ions primaires. Donc le profil vrai de la couche, c'est celui-ci. Et si on considère le mélange atomique qui est lié à l'implantation des ions primaires, eh bien le profil qu'on va mesurer sur des calculs va correspondre à la courbe bleue. Donc tout notre problème, c'est de savoir comment relier ce qu'on mesure à la réalité. C'est-à-dire comment on peut estimer la résolution en profondeur de notre machine. Donc là, il y a deux profils qui ont été faits sur des alternances de PiO2 et de titane métallique. Donc ce sont des films qui ont des épaisseurs de l'ordre de 20 nanomètres. Là, c'est un cliché thème. Et donc, on a pulvérisé avec des ions argon à 45 degrés d'incidence. En bleu, ce sont des ions argon de 3 kV d'énergie. Et en rouge, ce sont des ions argon de 500 électronvolts d'énergie. Et on s'aperçoit bien que le profil change. Et en particulier, pour nous, ce sont des hautes énergies, 3 kV. Là, on a un écrasement des alternances qui fait qu'on perd beaucoup en résolution en profondeur pendant la pulvérisation. Alors après l'implantation, il y a la pulvérisation, les ions incidents vont s'implanter dans l'échantillon, vont céder leur énergie par des cascades de collisions successives, et s'il y a une collision qui s'arrête à proximité de la surface, on peut imaginer qu'il y ait des espèces qui soient pulvérisées. Il y a 80% des espèces pulvérisées qui proviennent des deux premières couches atomiques, et la pulvérisation est caractérisée par ce qu'on appelle le rendement de pulvérisation, qui est une grandeur sans dimension, qui est le nombre d'intensités pulvérisées sur le nombre d'ions incidents. Alors évidemment, le rendement de pulvérisation va aussi être fonction de la nature des ions primaires, de l'énergie, de l'angle d'incidence et de la nature du matériau pulvérisé. Ce rendement de pulvérisation, on peut l'estimer, calculer avec le même code de calcul strict que celui qu'on utilise pour les profondeurs d'implantation. Il varie relativement dans une large gamme, puisqu'on voit là, avec différents calculs toujours sur le silicium, qu'on peut avoir des rendements de pulvérisation qui varient entre, on va dire, 1 et 10. Ça, c'est un calcul qu'on peut facilement faire, et qui va nous permettre de calculer une vitesse de pulvérisation de l'échantillon, qui va être liée à ce rendement, et qui va être surtout liée au courant d'ion primaire, ici JP, qui est le courant d'ion divisé par la surface balayée, et qui va aussi permettre de fixer le mode de travail en SIMS, parce que si on utilise un courant d'ion primaire relativement petit, on va travailler plutôt en SIMS statique et peu pulvérisé, alors qu'avec un courant plus fort, on va travailler en SIMS dynamique. Bon, ça, ce sont des calculs, on peut facilement les faire, après on peut faire des mesures. Le problème aussi, c'est que quand on pulvérise sur un mélange, les rendements de pulvérisation sont rarement identiques pour les deux, dans le cas d'un mélange binaire, mais différents éléments du mélange. Alors dans le cas d'un mélange binaire A et B, on voit qu'il y a aussi un rendement de pulvérisation de A qui est supérieur à celui de B. Pendant qu'on pulvérise, on va en surface appauvrir la concentration en A, et évidemment, on va augmenter la concentration en bois. Et ça, c'est vrai en particulier pour les oxydes. À chaque fois qu'on pulvérise un oxyde, on pulvérise plus l'oxygène que le cation. Et du coup, on va le réduire. Donc, la pulvérisation, ça va également modifier la composition en surface de l'échantillon. Donc ça, c'est encore un nouveau problème. Après, l'autre problème quand on pulvérise, c'est qu'on va générer de l'argosité.
Alors de la rugosité qui va être liée à l'orientation cristallographique, donc si on a affaire à un matériau polycristallin, on voit après pulvérisation à du césium, ben, c'est comme un décapage chimique en fait, hein, on trouve la structure, et les vitesses de pulvérisation ne sont pas les mêmes d'un train à l'autre. Et puis, par des effets de channeling, par exemple, eh bien, on peut créer sur le silicium monocristallin des ondulations. En faisant varier l'énergie, on voit là par exemple qu'à 13 kelvin, on va créer une rugosité qui est beaucoup plus importante qu'à 4 kelvin. Ce paramètre de rugosité, on peut aussi insérer dans un modèle. Voilà. Et en fait, c'est juste un élargissement du profil, donc je reprends la même couche, hein, le même sandwich, et vous allez avoir une fonction de résolution qui va, en fait, qui correspond à une fonction erreur, qui va élargir le profil par rapport au profil attendu. Donc ça va se rajouter, évidemment, à la tonique mixing qu'on a observé déjà, la rugosité induite. Ça peut être aussi la rugosité initiale, hein, mais la rugosité induite va avoir tendance à élargir la taille du profil. Et puis finalement, il y a aussi une profondeur d'information, dont on avait parlé tout à l'heure. En XPS, par exemple, elle est liée au libre parcours moyen des électrons dans le matériau. Alors, on peut représenter ça sous la forme de l'envers, on a une intensité I0 qui va être créée à une certaine épaisseur de l'échantillon, et puis on va récupérer à la surface une intensité I. La courbe, l'évolution de ce I, il y a une exponentielle en fonction de l'épaisseur et puis de ce libre parcours moyen du signal ici dans le matériau. Alors le libre parcours moyen, on va pouvoir l'estimer aussi, hein, il y a des logiciels de calcul qui nous permettent de le calculer. C'est le logiciel CDP2N. En général, il est de l'ordre de quelques nanomètres dans les matériaux, en tout cas dans les matériaux inorganiques tels que les animaux au laboratoire. Et on va injecter cette déformation, encore une fois, de la courbe de la résolution en profondeur en fonction du libre parcours moyen élastique dans le modèle. Donc on va ajouter l'atomic mixing, la rugosité induite et la profondeur d'information, de façon à essayer de recalculer des profils de concentration et d'essayer de simuler ces profils par rapport à ce qu'on a fait. Alors, au final, la fonction de résolution, c'est le produit de convolution de ces trois fonctions, du parcours moyen, atomic mixing et rugosité induite. Et il y a des logiciels aussi, il y a un logiciel qui s'appelle Comprosis sur Internet, qui nous permet de faire ces simulations. L'idée, en fait, c'est, à partir des mesures, de savoir si on est capable de retrouver le profil vrai des éléments dans l'échantillon. Alors, je reviens un tout petit peu quand même sur les résultats qu'on obtient. Là, sont les couches qu'on regardait tout à l'heure de titane, et l'alternance de titane et d'oxyde de titane. C'est des couches qui font environ 20 nanomètres d'effet. Au niveau de l'élargissement avec le parcours moyen, on reste constant tout au long du profil. Au niveau de l'atomic mixing, on est à entre 1 et 2 nanomètres. Mais au niveau de la rugosité induite, on va quand même varier entre 3 et 5 nanomètres, d'élargissement dit à cette rugosité induite. Et ça nous pose des problèmes, en particulier quand on a des échantillons qui sont initialement rugeux. Si on veut caractériser des couches qui font quelques nanomètres, quelques dizaines de nanomètres d'épaisseur dans un matériau, et qu'on a initialement en surface une rugosité qui est de quelques centaines de nanomètres à quelques microns, évidemment, on va avoir du mal à voir. Alors ce logiciel, il est relativement, il fonctionne bien, sauf qu'on est obligé de fitter courbe par courbe. Donc en fait, Colline qui était là chez nous l'année dernière a fait une version de ce logiciel. Donc là, on travaille sur des alternances d'oxyde de niobium et de CO2. Donc là, on a des couches qui sont encore plus fines qu'avec l'oxyde de titane. L'idée, c'est d'essayer de les résoudre toutes. Donc ça, c'est un profil qu'on avait fait avec des ions à ronde de 2 kV. Bon, il se trouve qu'on mélange tout. Et si on travaille avec des ions à ronde de 500 électronvolts, on pourrait toutes les alternances. Et Colline a codé un logiciel qui permet de simuler toutes les couches les unes après les autres. Donc c'est une version un petit peu évoluée de ce qui existe sur Internet. Alors, on retrouve les paramètres, donc là on est en Schrum, on retrouve les paramètres de fit. Là ici c'est la rugosité induite qui change. Ces valeurs de Z là, nous donnent la rugosité induite par la pulvérisation. Et à la fin du profil, on se retrouve quand même avec une rugosité induite de l'ordre de 8 nanomètres. Donc ce qui fait, c'est toujours le même problème, s'il y a de la rugosité initiale dans l'échantillon.
on a beaucoup de mal à voir. Alors après l'argon, il y a des sources clusters qui existent. Donc ça a commencé au début des années 2000. On a fabriqué des sources Fulren, C60. Et puis aujourd'hui, enfin il y a déjà quelques années, sont très à la mode des sources cluster argon. On peut monter jusqu'à des gros clusters de 2500 atomes d'argon. Donc l'idée, c'est qu'au lieu que l'atome pénètre très facilement dans l'échantillon, en envoyant un gros cluster comme ça, on va avoir des profondeurs d'implantation beaucoup plus petites. Alors d'une part liées à la taille du cluster, et d'autre part aussi liées à l'énergie, parce que si on prend un atome, un ion argon à 500 électronvolts, il y a 500 électronvolts par atome. Si on prend un cluster de 2500 atomes d'argon et qu'on l'accélère à 20 kV, quand il arrive, il y a 8 électronvolts par atome par an. Donc les profondeurs d'implantation sont liées à la fois au côté stérique et puis aussi à l'énergie de chaque atome qui va arriver sur l'échantillon avec beaucoup moins d'énergie. Alors ça marche très fin, ça a relativement bien fonctionné sur certains échantillons. Donc là, il y a un exemple qu'on n'a pas, c'est sur ce cluster au laboratoire, donc c'est ça dans la littérature. Mais là, il y a un exemple d'analyse XPS fait sur du PET. Donc en rouge, c'est le PET tel que reçu sans pulvérisation. On voit bien les différentes liaisons du carbone avec l'oxygène, la simple liaison ici et la triple là. Quand on commence à pulvériser, alors c'est en jaune, pas très bien, mais avec de l'argon monoatomique, on perd complètement l'information sur l'environnement chimique. Et puis si ensuite, après cette pulvérisation, on utilise des clusters d'argon, eh bien on retrouve l'environnement chimique du PET. Donc on arrive à creuser sans modifier l'environnement chimique de matériaux relativement fragiles sous l'effet de la pulvérisation. Donc ça marche pour certains échantillons. Pour d'autres, ça marche un peu moins. Là, c'est la pulvérisation de la couche de carbone de pollution sur une perovskite. Donc on voit les variations de la concentration de carbone à la surface avec de l'argon monoatomique, soit 1000 eV, soit 4000 eV, qui prennent quelques secondes, comme on fait habituellement. Et puis quand on utilise un cluster d'argon, eh bien on met plusieurs minutes pour enlever la couche de pollution. Donc en effet, ça garde la chimie, mais au final ça ne pulvérise pas toujours. Et donc c'est des sources qui ont eu beaucoup de succès au moment de leur sortie commerciale et qui aujourd'hui sont quand même beaucoup moins utilisées. Maintenant, il y a une façon aussi de faire de l'analyse un peu plus en profondeur sans utiliser de sources ion, c'est d'utiliser en XPS des rayons X un peu plus énergétiques. Donc c'est la machine qu'on va avoir l'année prochaine. Donc on va l'avoir avec la source chrome. Aujourd'hui, on a la source aluminium qui nous permet d'avoir en moyenne une profondeur d'information de 6 nanomètres. Avec la source chrome, on va pouvoir aller au-delà de 20 nanomètres. De telle sorte qu'en faisant XPS angulaire avec l'aluminium ou chrome, on va pouvoir sonder des épaisseurs entre 1 et 20-25 nanomètres sans pulvériser. On a été aux sources ion, donc maintenant je vais présenter le technique SIMS. Alors en SIMS, on envoie des ions, on va implanter ces ions, on va pulvériser, et puis on va analyser en masse les ions secondaires qui sont émis. Donc soit, il y a 3 types de spectromètres, quadripolaire, magnétique et puis à 30 volts. On utilise le spectromètre à 30 volts. Alors, entre l'implantation et la pulvérisation, on rajoute ici l'ionisation. Et l'ionisation, c'est ce qui nous embête le plus en SIMS, parce que les taux d'ionisation, qui sont les nombres d'ions créés par entité pulvérisée, que ce soit en ion secondaire positif ou en ion secondaire négatif, vont être une fonction exponentielle dans laquelle on va retrouver soit l'énergie de première ionisation pour les ions positifs, soit l'affinité électronique pour les ions plutôt négatifs, et dans laquelle on va aussi retrouver le travail de sortie de l'échantillon. Alors pour les énergies de première ionisation, les affinités électroniques, il n'y a pas trop de soucis, les données qu'on connaît. Donc l'énergie de première ionisation qui est présentée ici montre bien que si on veut travailler sur des ions secondaires positifs, on va plutôt choisir les éléments qui se trouvent à gauche de la classification périodique, les alcalins et les alcalins, et que les échantillons qui se trouvent à droite de la classification périodique, les halogènes, oxygènes, soufre, vont, avec des fortes affinités électroniques, plutôt donner des ions secondaires négatifs. Maintenant, ce qui est gênant, c'est le travail de sortie, en fait, qu'on ne maîtrise pas du tout, et qui va être fonction d'environnement chimique. Donc là, j'ai
plus représenter les taux d'ionisation non secondaire positifs pour du chrome, par exemple, pour une surface propre, et un chrome purement métallique, et une surface recouverte d'une monocouche d'oxygène. On voit que le taux d'ionisation augmente d'un facteur 1000 entre les deux, de telle sorte que l'émission du signal CR+, va être plus de fonction d'environnement chimique, de la présence d'oxygène par exemple, que de la concentration. Alors on retrouve exactement les mêmes problèmes sur les ions secondaires négatifs, c'est assez de l'or, une surface propre, une surface recouverte d'une monocouche de césium, on voit qu'il y a un facteur 20 000 entre les taux d'ionisation négatifs pour l'or qui est pollué avec du césium. Mais ça, on va l'utiliser pour choisir des sources d'ions très spécifiques pour le CIMS. Donc il y a des nouvelles, l'oxygène et le césium, l'oxygène étant utilisé pour détecter les éléments qui se trouvent à gauche de la classification périodique, et le césium pour détecter les éléments qui se trouvent à droite de la classification périodique. Donc au final, voilà le schéma de la machine dont on a fait l'acquisition ici chez nous à Dijon. On va avoir une source gaz à la fois qui permet de générer de l'argon ou de l'oxygène, donc oxygène pour les éléments plutôt électropositifs, une source césium qui va nous permettre de détecter les éléments électronégatifs, et la source bismuth qui est la source d'analyse qui est pulsée et qui va nous permettre d'avoir les meilleures résolutions à la fois en masse et latérale. Donc le mode d'utilisation de notre TOF-SIMS peut en fait varier selon qu'on veut plutôt de la résolution en masse ou plutôt de la résolution latérale. Donc en fait ici on voit le faisceau d'ion qui est pulsé et qui arrive sous la forme d'un petit train d'ion. Si on laisse le petit train d'ion sans le toucher, on a à peu près un temps qui s'écoule entre le premier ion qui tape l'échantillon et le dernier sur le train de 10 nanosecondes. Donc évidemment son temps de pulse va jouer directement sur la résolution en masse du spectromètre. On a la possibilité, si on veut améliorer la résolution en masse, de grouper ces ions dans un dispositif qui se trouve juste avant l'échantillon, qu'on appelle le puncher, et qui va nous permettre, au lieu d'avoir un temps entre le premier et le dernier 10 nanosecondes, un temps de l'ordre de la nanoseconde, mais évidemment en élargissant un petit peu le spot à la surface, de telle sorte qu'on va perdre en résolution latérale. Allez, un petit exemple ici. Voilà. Donc là, en haut, on est sur le mode haute résolution latérale, donc où on groupe les ions. Donc on voit que la résolution en masse est très très bonne, on est autour de 8000. Mais la résolution latérale est de l'ordre de 300 nanomètres. Et puis, en bas, on a le mode non groupé, où on a une résolution latérale qui est bien meilleure, 60 nanomètres, on trouve la taille du spot et la résolution presque optimale de l'appareil, mais une résolution en masse qui est beaucoup moins bonne, avec un pic beaucoup plus large, avec une résolution de l'ordre de 10. Alors 800, il faut quand même noter que c'est beaucoup bien mieux que ce qu'on obtenait sur l'ancienne machine. Alors j'ai pas encore beaucoup d'exemples parce que la machine a mis quand même, j'ai mis beaucoup de temps à la mettre en route. Mais là, il y a un exemple de profil sur des alternances de couches, des dépôts à propriété optique, des alternances de TiO2 et de LGF2. Donc là, en fait, l'idée, c'est d'avoir la plus grande dynamique de mesure sans perte de résolution en profondeur. Et il y a un certain nombre de difficultés, parce que d'abord, l'échantillon est isolant électrique, et ensuite, il y a des interférences entre les ions LGF2 et TiO2. Donc, avec notre machine, on pulvérise avec des ions, que ce soit césium ou oxygène. Donc là, on avait choisi les ions césium, donc on va regarder plutôt les ions secondaires négatifs. Et on fait l'analyse avec la source bismuth, là, à 30 keV sur un petit carré de 50 microns centré au milieu du balayage. Donc là, il y a un spectre qu'on obtient. En chaque point de pulvérisation, en fait, on obtient un spectre, avec une résolution de l'ordre de 4000 et 4000. Et si on fait un petit zoom sur les pics qui se trouvent autour de 62 unités de masse atomique, on s'aperçoit en fait qu'il y a deux pics, et la résolution de la machine nous permet de faire un profil sur le premier pic qui se trouve à 61, 97, 82, et de faire un second profil sur le second pic qui se trouve à 61, 97, 30. Donc on a une machine avec une résolution en masse qui est au-delà de plusieurs milliers, et qui nous permet de faire des différences sur la 4e décimale en unité de masse atomique. Donc voilà le profil sur l'échantillon. On
on voit très bien les alternances de TiO2 de MgF2 sur l'hiver, sans problème de charge particulier et sans problème d'importance. C'est une assez bonne résolution. Moi, je suis allé un peu vite, mais là, c'est le dernier exemple, c'est du titane grenaillé que j'ai passé la semaine dernière. Donc, le LUC, avec un traitement qui a été fait sous azote 4, enfin, sous air sec, mais avec de l'azote 14 à gauche, et un traitement qui a été fait sous air sec, mais avec de l'azote 15 à droite. Donc, là, on pulvérise avec des ions césium à 2 kV et on suit les espèces qui nous intéressent. Alors, les espèces caractéristiques de l'azote en ion secondaire négatif, c'est plutôt des ions moléculaires Cl. Donc, en jaune, ici, on a l'évolution de la répartition du C12C14N dans l'échantillon traité sous air sec classique. Et puis, ici, on a le même profil sur l'échantillon 15N hostel, avec en bleu l'évolution caractéristique du 12C15N. Et du coup, on arrive à localiser les deux enrichissements en azote au niveau de l'interface entre l'oxyde et le métal. Mais là, on est en temps de pulvérisation. Si on compare les deux courbes, eh bien, on a un petit décalage entre le 14N ici et le 15N, de l'ordre malgré tout de 1000 secondes. Alors l'idée, c'est de mesurer la profondeur du cratère une fois qu'on a fini la pulvérisation. Mais en réalité, la rugosité de l'échantillon qui est grenaillé, elle est de l'ordre de microns. Et les profondeurs de cratère, elles sont de l'ordre de plutôt, en tout cas, quelques centaines de nanomètres. Et du coup, la mesure est difficile. Enfin, pour l'instant, elle est un peu